connaissance. Alors, ce qu'on n'a peut-être pas aussi assez dit jusqu'à présent, c'est à quel point ce diagnostic mettait les professionnels en difficulté dans tous les pays du monde entier. Et je dois dire que certaines équipes se sont attaquées au diagnostic. Et la méthode qu'on a utilisée en France, c'est une méthode qui finalement il ne me semble pas avoir été utilisée ailleurs et qui est simple, je vous l'ai dit. Et les critères diagnostiques, j'espère, vont pouvoir être diffusés. Et ce qu'on trouve dans la littérature, c'est plutôt des analyses statistiques, disant, par exemple, il y a un auteur américain email qui dit que si vous avez telle chose, enfin il y a 6 choses, vous avez 95% d'avoir été secoué. Mais ça, franchement, c'est pas opérationnel parce que d'abord, il faut avoir ces 6 lésions ou symptômes, et d'autre part, on peut toujours vous dire que vous êtes dans les 5% restants. Voilà. Et c'est difficile de faire le diagnostic, c'est surtout difficile de dire que c'est un syndrome du bébé secoué parce que ça implique un tiers, hein, ça c'est vrai. Et puis, on l'a dit, c'est difficile de faire le signalement. Alors, donc, diagnostic manqué et méconnaissance. Donc, tout de suite, ce qui est sûr, c'est que la fréquence, on vous l'a dit tout à l'heure par Cédric Kouchka, la fréquence est clairement sous-estimée. Pourquoi ? Parce que quand l'enfant est mort, il n'y a pas forcément d'autopsie et on peut conclure à la mort subite du nourrisson. Lors d'une hospitalisation, le diagnostic n'est pas toujours fait, ça on va le revoir tout à l'heure. Et dans les cas les moins graves, et sans doute y en a-t-il beaucoup, l'état de l'enfant n'est pas suffisant pour que l'enfant soit amené à l'hôpital. Et finalement, cet enfant-là, plus tard, aura des troubles des apprentissages, des troubles du comportement, une épilepsie. Et le diagnostic ne pourra jamais être fait, puisque comme ça repose sur les lésions, eh bien, vous avez que les lésions disparaissent avec le temps. Donc, s'il n'y a pas eu le scanner et le fond d'œil initialement, plus tard, ça sera trop tard et on ne pourra plus faire le diagnostic. Donc, moi, je voudrais insister sur 3 articles majeurs qui sont anciens, mais qui nous ont ouvert les yeux. Le premier, celui de Childwick, c'est un Américain qui a pris 300 cas d'enfants arrivant à l'hôpital pour une histoire de chute. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a séparé 3 groupes en fonction de la hauteur alléguée de la chute. C'est donc 3 groupes en fonction. Donc le premier groupe, c'était les enfants dont on disait qu'ils étaient tombés de moins d'1 mètre. Il y avait 100 enfants. Le groupe 2, des enfants dont on disait qu'ils étaient tombés de 1 à 3 mètres, 65 enfants. Et le groupe 3, des enfants dont on disait qu'ils étaient tombés de plus de 3 mètres, jusqu'à 12 mètres. Donc vous voyez, c'est énorme. Et il y avait 118 enfants. Et il a étudié le taux de mortalité. Et ce qui a été vraiment incroyable, c'est que les seuls enfants finalement qui mouraient, c'était ceux qui tombaient de moins d'1 mètre. 7%, 7 enfants morts sur les 100 enfants dont on disait qu'ils étaient tombés de moins d'1 mètre. Dans le groupe 2, 0 enfants. Dans le groupe 3, seulement 1 enfant qui était tombé de plus de 3 mètres. Ça me permet de dire qu'un enfant n'est pas fragile. Alors évidemment, il faut éviter qu'il tombe, mais un enfant est surtout vulnérable à la merci de l'adulte qui est en face de lui. En tout cas, dans cet article, on voyait que les seuls enfants qui mouraient, c'était ceux qui tombaient de moins d'1 mètre. Donc la seule explication, évidemment, c'était la violence. Deuxième article très intéressant, là aussi sur des histoires alléguées de chute. Et cette fois-ci, la séparation en 2 groupes a été faite en fonction de celui qui rapportait la chute. Dans le groupe 1, c'était un membre de la famille ou un gardien, 53 cas. Dans le groupe 2, un témoin neutre où il y avait plusieurs témoins, 106 cas. Et là aussi, on a étudié le taux de mortalité et le taux de traumatisme crânien grave. Dans le groupe 1, donc parents ou gardiens, 3,8% de taux de mortalité, 34% de traumatisme crânien grave. Dans le groupe 2, un seul enfant est mort après une chute de 21 mètres et aucun traumatisme crânien sévère. Donc, clairement, la sévérité du traumatisme crânien était liée au type de témoin. Et à nouveau, ces résultats sont illogiques et font réfléchir. Illogique parce que finalement, l'enfant court plus de danger quand il est dans les mains de ceux qui doivent le protéger. Troisième article, Carole Génie a analysé des diagnostics manqués. Elle s'est posé la question de ces enfants. Donc, elle a étudié 54 cas pour lesquels le diagnostic aurait pu être fait plus tôt. Alors, 54 cas, donc un tiers parmi 173 enfants victimes de traumatisme crânien infligé, qui avaient bénéficié donc de consultations médicales sans que le diagnostic soit posé. Elle a vu que le délai moyen avant le diagnostic était de 7 jours, de 0 à 189 jours.
Elle a vu que le diagnostic était davantage manqué chez les très jeunes enfants, d'âge moyen 6 mois par rapport à âge moyen 9 mois, et les enfants qui n'avaient pas présenté de troubles respiratoires ou de convulsions. Mais aussi, alors ça c'est un article américain, parce que nous en France on n'a pas le droit de dire si les enfants sont blancs ou noirs. En tout cas, elle a constaté que le diagnostic était plus tardif chez les enfants blancs et lorsque les parents vivaient ensemble. Et elle a insisté dans cet article, et ça a déjà été dit par Caroline, elle a insisté sur l'importance d'une bonne analyse radiologique initiale, parce qu'il y avait des symptômes, des lésions qui étaient visibles lors des premiers scanners, mais qui n'avaient pas été reconnus, identifiés en tant que tels. Parmi les cas manqués, 15 sur 54 ont été victimes d'une nouvelle maltraitance du fait du retard diagnostique. Chez 22 d'entre eux, il y a eu donc 40%, il y a eu des complications médicales du fait du retard diagnostique, et 5 des décès auraient pu être évités par un diagnostic plus précoce. Donc vous voyez, on voit l'aspect délétère d'un diagnostic retardé. Que dirait de ces 3 articles? Donc le mécanisme de chute était souvent allégué. Maintenant, je vous l'ai dit, ça a un peu changé. Maintenant, c'est plus souvent un enfant qui a un malaise allégué comme spontané. Et on voit aussi que le contexte le plus sûr pour un enfant n'est pas toujours d'être gardé par une personne seule, qu'elle soit membre de la famille ou gardien. Et on voit que le taux de diagnostic initiaux correct dépend du contexte socio-familial, donc on voit le poids des idées reçues. Quelles autres données sur les diagnostics manqués? Quand on regarde dans la littérature, donc il y a une thèse de Miro de 2005 que je vous invite à lire, que vous trouvez sur Internet, sur 404 cas à Necker, enfant malade, d'hématome sous-dural du nourrisson. Alors, il a eu accès uniquement aux données médicales, mais même en ayant accès qu'aux données médicales, il a trouvé des antécédents de traumatisme chez l'enfant ou chez un de ses frères et sœurs dans 31 cas, 7%, et parmi ces 31 cas, il y avait 7 décès. Et dans 12 cas, un signalement avait été fait pour suspicion de maltraitance. Le fameux article de Catherine Adamsbaum et Caroline Ressalmon de 2010, et là c'est vraiment un article qu'il faut avoir lu. Donc c'est des cas, Caroline vous l'a dit, issus d'expertise judiciaire, 112 cas de bébés secoués, dont 29 avec aveu. Alors, dans 27% des cas, les auteurs ont trouvé des signes antérieurs de violence qui pouvaient être des ecchymoses de 1 à 2 semaines avant le diagnostic chez des enfants qui ne se déplacent pas, ou bien une perte de poids, ou bien une fracture du coude dans un cas. Et aucun de ces signes n'avait été identifié comme dû à de la violence. GIS, en 2010, a aussi comparé des enfants victimes de violence à des enfants victimes d'accidents. Elle a trouvé 27% de lésions sentinelles chez 200 enfants et contre 0% chez les enfants contrôle. Alors la nature de ces lésions sentinelles, c'était des ecchymoses dans 80% des cas, lésions intrabuccales 11% et autres 7%. Et le moment de survenue, c'était moins de 3 mois, avant 3 mois dans 66% des cas et datant de moins de 7 mois dans 95% des cas. Et dans 42% des cas, les lésions avaient été connues des médecins, donc ils ont vu les lésions, mais ils ne les ont pas identifiées comme de la violence, ou bien ils les ont identifiées, mais sans que des mesures de protection aient été mises en place. Alors maintenant, je vais vous parler de mon expérience personnelle en tant qu'expert judiciaire. Donc j'ai repris mes 50 premières expertises judiciaires consécutives avec la mission étant, la qualification était violence. Donc il y a une expertise de 2006 et toutes les autres datent de 2011 à 2015. Eh bien j'ai trouvé chez 39 enfants 80% des antécédents de violence. Alors il y avait des lésions ou il y avait des symptômes, et aucun n'ayant amené au diagnostic de violence. Parmi ces enfants, 42%, 17, étaient passés aux urgences, voire même pour certains avaient été hospitalisés, voire même pour un ou deux avaient été hospitalisés à 2 reprises. Et 27 enfants, donc des 2 tiers, avaient été vus en consultation médicale alors qu'ils présentaient ces signes, sans que la violence ait été identifiée. La nature des manifestations, c'était pour 7 enfants des malaises graves qui ont été catalogués spasme du sanglot ou bien malaise sur reflux gastro-œsophagien.
Dans 25 cas, donc, les vomissements sans fièvre, sans diarrhée, donc ça c'est très fréquent. Alors ça ne veut pas dire que tous les enfants qui vomissent sans fièvre et diarrhée ont été secoués, mais ça veut dire qu'il faut se dépêcher de mesurer le périmètre crânien, de l'examiner sous toutes les coutures avant de retenir le diagnostic de gastro-entérite. Pour 17 enfants, il y avait une cassure de la courbe du périmètre crânien, 13 enfants des lésions cutanées, en fait des ecchymoses, alors sur le corps ou à l'intérieur de la bouche, et 10%, un quart quand même, cassure de la courbe du poids. Donc l'ancienneté de 1 à 120 jours, donc et pour 31% des enfants dans la semaine précédente. Donc l'ancienneté des signes était en moyenne de 30 jours et en médiane de 20 jours. Donc vous voyez, c'est quand même, il y a un long moment pendant lesquels l'enfant présente des manifestations avant que le diagnostic finalement soit posé. Voilà. Alors pourquoi ces dysfonctionnements ? On pourrait penser que les médecins sont mauvais. Mais nous, notre hypothèse, ça a été que les médecins, en fait, le dysfonctionnement était dû à des méconnaissances des professionnels par un défaut de formation. Donc là, en fait, notre hypothèse, c'est que la formation des médecins n'était pas suffisante. Et puis également au poids des idées reçues. Donc, on a conçu un questionnaire testant les connaissances et les idées reçues. Ce questionnaire a été proposé en début d'enseignement sur le syndrome du bébé secoué, systématiquement, et recueilli immédiatement avant que les personnes aient le temps d'aller sur Google. Et donc on a proposé à de nombreux professionnels. Il faut savoir que la plupart de ceux qui ont répondu étaient inscrits à des formations sur la maltraitance ou sur le syndrome du bébé secoué. Donc ce sont déjà des professionnels qui n'étaient pas n'importe quel professionnel. Alors vous allez voir, il y avait des médecins, il y avait des magistrats, professionnels de la petite enfance, et j'ai quand même quelques avocats. Donc le questionnaire, vous allez voir, il comporte 15 questions, mais on va surtout s'appesantir sur certaines d'entre elles. Première notion, c'est leur connaissance sur l'intensité du secouement. Il y avait 2 questions pour ça. La lésion du syndrome du bébé secoué peuvent-elles être induites par le jeu ? Alors la réponse, en plus, maintenant, après ce que vous a montré Jean-Sébastien Rolle, eh ben, c'est clairement non. Le secouement est-il constamment un geste violent ? Là aussi, la réponse est oui. Ensuite, la connaissance sur la fréquence de la réitération. Les enfants secoués de façon répétée sont-ils majoritaires ? Et là, avec les données que je vous ai montrées, en particulier de Catherine Adamson et de Caroline Ressalmon, la réponse est oui. Ensuite, connaissance sur les conséquences du secouement. Les enfants qui gardent des conséquences dommageables pour leur santé sont-ils majoritaires ? La réponse est oui. Là, aujourd'hui, on en a très peu parlé, mais il faut savoir que la mortalité, c'est de 10 à 40%. Et parmi les survivants, moins d'un quart des enfants ne gardent pas de séquelles. Donc, c'est vraiment... la morbidité est énorme. Et ces conséquences s'estompent-elles avec le temps ? La réponse est non, parce qu'un enfant, c'est un être en devenir. Si son stock de neurones est abîmé, eh bien, son développement ne va pas pouvoir se faire comme il devrait. Et en fait, on a un effet à retardement par défaut d'apprentissage. Et donc, les conséquences, non seulement ne s'estompent pas avec le temps, mais s'aggravent avec le temps par défaut d'apprentissage. Ensuite, la connaissance sur la nature pénale du secouement et les possibilités d'indemnisation. L'enfant qui garde des conséquences dommageables pour sa santé peut-il bénéficier d'une indemnisation ? Là, la réponse est oui. Et enfin, oui, ça c'est aussi important, la possibilité pour chacun d'entre nous, d'avoir envie de secouer un bébé. Et là, moi, je dois dire, la question c'est, est-on tous susceptibles d'avoir envie de secouer un bébé ? Moi, je dis que c'est oui. Et je dis même que c'est anormal, quand on a été dans un contexte de garder un bébé, qu'on était fatigué, etc., c'est même anormal de ne pas avoir eu, ou inhabituel, je ne sais pas comment on peut dire, de ne pas avoir eu envie de passer le bébé par la fenêtre. Je pense que c'est important de le dire, de le reconnaître, parce qu'il faut clairement différencier ça de la question suivante, est-on tous susceptibles de secouer un bébé ? Et là, bien sûr qu'on ne pourra jamais mettre des individus dans un contexte tel, on ne pourra jamais tester ces choses-là, mais quand on voit la violence du geste, eh bien, pour moi, la réponse est non. On n'est pas tous susceptibles de secouer un bébé. Voilà les principales questions qui ont été posées. Donc, les résultats, c'était sur 1097 professionnels, 311 médecins,
123 magistrats, 644 professionnels de la petite enfance et 19 avocats. Donc vous allez voir, les graphiques sont très simples. En vert, les bonnes réponses, et en rouge, les mauvaises réponses et je ne sais pas. Alors, j'aurais peut-être pu différencier les mauvaises réponses et je ne sais pas, mais mes compétences dans la conception de graphique ne m'ont pas permis de le faire. Donc, ça a été groupé en rouge, et évidemment, le mieux n'aurait été de n'avoir que du vert. Alors, tout d'abord, les médecins. Alors, est-ce que ça va? C'est pas facile, si, voilà. Donc, en ordonnée, vous avez le nombre de professionnels. Et donc, en tout, il y a eu 311 médecins. Donc là, là vous avez le jeu, la violence, la répétition, les conséquences, donc les séquelles, l'indemnisation et les recommandations. Vous voyez que les deux premières qui concernent la violence du geste, vous voyez qu'à peu près la moitié des médecins se trompent et donc confondent le jeu et le secouement. Vous voyez que beaucoup de médecins, plus que la moitié, beaucoup plus, ne savent pas que c'est un geste répété. Bien que ce soit des médecins, eh bien, ils ne savent pas, même pour plus de la moitié, qu'il y a des séquelles après secouement. Ils savent qu'il y a une indemnisation, mais je pense qu'il y a aussi une confusion entre indemnisation et puis prise en charge par compensation par la MDPH. Et enfin, il n'y a pas une suffisante connaissance des recommandations. Alors voilà pour les médecins. Alors pour les magistrats, donc là aussi, vous voyez que concernant la violence du geste, que ce soit jeu et violence, la violence du geste n'est pas assez connue. Ce qui est très important aussi pour la répétition, c'est que la répétition n'est pas du tout connue, ou vraiment très insuffisamment. C'est vraiment toujours l'item qui est le plus échoué. C'est difficile avec le pointeur. Alors, les conséquences, donc les professionnels, les magistrats, dans plus de la moitié des cas, ne savent pas qu'il y a des séquelles le plus souvent. Alors, il y a deux questions qui leur sont propres, là. La capacité à secouer, vous voyez, c'est intéressant de voir que plus de la moitié des magistrats pensent qu'on est tous capables de secouer un bébé. Et enfin, alors là aussi quelque chose sur l'immédiateté des signes, parce que vous avez vu, l'immédiateté des signes permet à l'expert judiciaire d'essayer de trouver à quel moment l'enfant a changé de comportement, et à partir de là, ça permet de savoir qui est l'auteur. Et donc, si on connaît l'auteur, ça permet qu'il n'y ait pas de non-lieu, par exemple. Eh bien, cette notion d'immédiateté n'était pas du tout suffisamment connue, c'est le dernier item. Alors ensuite, les professionnels de la petite enfance. Et vous voyez donc 644 professionnels de la petite enfance et on retrouve cette méconnaissance concernant la violence du jeu. Alors vous voyez, la méconnaissance du geste, vous voyez la première colonne avec la majorité qui pense qu'en jouant avec un enfant, on peut créer des lésions. Ensuite, la répétition, toujours là, l'item central, donc cette énorme méconnaissance de la répétition. Cette mauvaise connaissance aussi des séquelles induites par le secouement, cette mauvaise connaissance de l'indemnisation et cette mauvaise connaissance des recommandations. Ensuite, j'ai seulement 19 avocats. Donc vous voyez que là aussi, il y a toujours cette mauvaise connaissance de la violence, cette mauvaise connaissance de la répétition, des séquelles, mais quand même cette bonne connaissance du fait que l'indemnisation est possible pour ces enfants. Alors, que dire ? Au total, donc, beaucoup de confusion et de méconnaissance, toujours aux dépens des enfants. Pour beaucoup, médecins comme magistrats, comme tout le monde d'ailleurs, il y a une confusion entre le jeu et le secouement. Et moi, s'il y a un message aussi à retenir aujourd'hui, c'est qu'on peut et il faut jouer avec un enfant. Un enfant, ce n'est pas fragile. Il faut bien sûr ne pas faire n'importe quoi avec lui, mais un enfant, ce n'est pas fragile, c'est surtout vulnérable. Et c'est vrai qu'on dit souvent, l'enfant a une grosse tête, il ne tient pas sa tête, mais moi je dis que
L'enfant, il a quand même en face de lui un adulte qui fait 10, 20 fois, parfois 30 fois son poids. Moi, si j'avais en face de moi quelqu'un qui fasse 10, 20 ou 30 fois mon poids et qui me secouait, ben, peu importe le volume de ma tête et le fait que je tienne ma tête ou pas. Ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est le rapport de force. Et le rapport de force, clairement, il est aux dépens de l'enfant. L'enfant est vulnérable, il est à merci d'adultes qui s'occupent de lui et il n'a aucun moyen de se défendre. Alors, quelles sont les conséquences de ces résultats? Méconnaître la violence du geste, de secouement, peut amener à la confusion. Donc, quand on est aux urgences, quand on est à l'hôpital ou quand on est médecin généraliste, ça peut amener à la confusion entre chute, choc, jeu, manœuvre alléguée de réanimation. Parce que les personnes qui arrivent avec l'adulte, avec l'enfant, eh bien, ils ont toujours ils ont des explications. Et c'est vrai qu'on aurait envie de ne pas les croire. Voilà. Donc, c'est important d'avoir ces connaissances. D'autre part, et là j'insiste, méconnaître la possibilité de répétition, ça empêche de comprendre pour nous tous, pour tous les soignants, l'importance de détecter la violence dès les premières manifestations. Hein. Une échymose, c'est un bébé qui ne se déplace pas, eh bien, ça doit alerter plus. Hein. Et a fortiori, une fracture, a fortiori, donc il faut une cassure de la courbe du périmètre crânien. Il faut vraiment être vigilant. Il faut mesurer le périmètre crânien systématiquement. Il faut reporter la mesure sur la courbe, c'est très important. Également pour les médecins, méconnaître la possibilité d'une indemnisation empêche l'importance cruciale du signalement et de considérer ce signalement comme un moyen de protéger l'enfant et ses droits, et non comme un acte de délation, on l'a assez dit. Maintenant, pour les magistrats, et ça revient à la question du docteur Lazimi. Si on pense que les lésions peuvent être induites par le jeu, hein, vous avez vu, c'est le cas, et que le secouement n'est pas forcément violent, c'est le cas de la majorité des magistrats qui ont répondu au questionnaire. Comment juger? Et est-ce que c'est une des raisons, est-ce que c'est une des raisons de la légèreté fréquente des peines encourues par rapport aux peines, des peines prononcées par rapport aux peines encourues. Parce qu'on a vu, les peines encourues sont très élevées. Elles sont d'autant plus élevées en fonction des conséquences du secouement, mais aussi en fonction du fait qu'on est là pour protéger l'enfant. Un parent ou une assistante maternelle est là pour protéger l'enfant. Donc les peines encourues ont été augmentées de ce fait. Et malgré tout, quand on voit les peines prononcées, elles sont très faibles. Donc, en tout cas, elles sont beaucoup plus faibles que les peines encourues. Et d'autre part, toujours pour les magistrats, si on ne sait pas qu'il y a le plus souvent des séquelles, le risque est de ne considérer que l'aspect pénal, donc c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé, qui est l'auteur, et de négliger l'aspect civil, c'est-à-dire l'indemnisation des enfants. Conclusion, écoute, ce qui apparaît très clairement, c'est que on n'est pas du tout assez formé. Hein. Et je dirais même, là j'ai regardé dans le livre de pédiatrie pour l'examen national classant, le livre de pédiatrie actuel qui comporte plus de 900 pages. Hein. Donc c'est ce que doivent apprendre les étudiants pour passer l'examen qui va faire d'eux un médecin. Eh bien, il y a 15 pages sur la maltraitance, il y a une page sur le syndrome du bébé secoué. Alors, je pense que là, il faut améliorer ça de façon impérative. Alors, cette formation, elle doit être aussi prodiguée, quels que soient les champs d'intervention. On a vu les magistrats, les professionnels de la petite enfance, et que ce soit la formation initiale ou la formation continue. Et je vous remercie.